Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je voudrais remercier le comité d'organisation pour m'avoir donné cette opportunité de présenter pratiquement une revue de l'état de l'art, ce qui se passe sur tout ce qui est concernant le photovoltaïque thermique, les études menées et les applications euh, correspondantes à ce type de système. Durant cette présentation, donc, il y a un certain nombre de résultats qui vont être présentés et qui rentrent dans le cadre de la thèse de Oussem Arjeb, et actuellement il est en postdoc, et aussi dans le cadre de l'habilitation universitaire de ce Brahim Tawfiq, ici présent. Je vais suivre pratiquement donc, dans cette exposer le plan suivant. Donc, tout d'abord, je vais essayer de présenter le contexte général et le contexte scientifique. Présenter par la suite euh, des études menées sur le photovoltaïque thermique, hein, et je présenterai quelques applications innovantes qui fait intervenir les systèmes photovoltaïques thermiques couplés à d'autres systèmes énergétiques. Et je termine par une petite conclusion. En ce qui concerne le contexte général, vous savez tous qu'il y a une croissance importante de l'énergie, de la consommation en énergie électrique, hein, qui est due principalement aux exigences de l'homme en tâche en matière de confort et l'évolution aussi de l'industrie. Hein. Cette consommation en énergie électrique est principalement issue des ressources fossiles. Donc, les ressources fossiles, pétrole et le gaz. Donc, quelques chiffres sur les réserves mondiales en pétrole. Hein, il y a pratiquement 1,7 trillion de barils de pétrole. La consommation par jour varie de 90 à 100 millions de barils par jour. L'estimation des réserves mondiales, on estime qu'ils vont s'épuiser d'ici, disons, une cinquantaine d'années. De même pour le gaz, le global, réserve globale pour le gaz, elle est de l'ordre de 7 000 à 7 500 trillions de TCF feet cube. Hein. Donc, et même la consommation par une année, pour une année, c'est de l'ordre de 140 TCF. Donc, une estimation d'épuisement de ces ressources, c'est de l'ordre d'une soixantaine d'années à peu près. Donc, du coup, il va falloir penser à trouver d'autres moyens de ressources énergétiques. En plus de ces problèmes de ressources fossiles, il va y avoir aussi des problèmes environnementaux. L'utilisation de ces ressources fossiles dégage des gaz à effet de serre, et ces gaz à effet de serre vont dérégler le dérèglement climatique. On va avoir l'augmentation du niveau de température de la Terre, le désertement, et aussi, elle a une influence sur la santé de l'homme. Donc, là, juste une petite comparaison, ce qui se passe à l'échelle mondiale et ce qui se passe à l'échelle nationale, à l'échelle de la Tunisie. Hein. Sur le plan mondial, l'augmentation de la consommation mondiale, elle augmente pratiquement de 1,7%, hein, à l'échelle mondiale, soit consommation globale de l'ordre de 13 000 mégatep, hein, durant l'année 2023. Pour la Tunisie, cette augmentation, elle a doublé depuis 2000 jusqu'à 2023. Elle est passée de 3,2 jusqu'à 6,4 mégatep. Hein, donc 2000, c'est une référence pour la Tunisie. Avant l'année 2000, nous avons un excédent en ressources fossiles. Après l'année 2000, on devient déficitaire en ressources, hein, fossiles. Pour les énergies en ressources
les ressources en énergie fossile. Donc, il y a à l'échelle mondiale 34 billions de barils. Et donc, ça, ce sont des chiffres jusqu'à l'année 2022. Hein. Donc, et pour le gaz, les ressources en gaz, c'est pratiquement 3600 mégathèps. En tout cas, le cas de la Tunisie, donc 10 millions de barils et 2,2 mégathèps en 2022. Donc, le mégathèpe, donc, c'est calculé sur la base du PCS, donc le pouvoir calorifique supérieur, donc du gaz en question. L'intensité énergétique, donc, c'est un critère usuellement utilisé donc, pour tester donc, l'efficacité énergétique donc, au niveau d'un pays, ou donc au niveau donc l'efficacité énergétique au niveau du pays. Donc c'est la consommation sur le PIB en quelque sorte du pays. Donc on voit donc une diminution à l'échelle mondiale de l'ordre de 1,5% et à l'échelle de la Tunisie, donc une diminution depuis 2000 hein, de 2,5%. Donc tout ceci impacte de façon importante les budgets des pays importateurs de ressources fossiles pour la Tunisie. Donc, cet impact il est de l'ordre de 10 à 12% hein, sur le budget national. Donc, il va falloir trouver des solutions. Les solutions, c'est optimiser l'efficacité énergétique, bien gérer les ressources dont on dispose, et puis utiliser, en quelque sorte, donc, les ressources renouvelables, solaires, éoliennes et biomasse et géothermie, donc les ressources géothermales. On va voir le côté énergie solaire, ce que dispose la planète en énergie solaire. Donc tout d'abord, la partie la plus ensoleillée, c'est la partie qui est de part et d'autre aux alentours de l'équateur. Donc on a un potentiel très important en énergie solaire à l'échelle mondiale de l'ordre de 173 000 TWh. À l'échelle nationale, nous avons 3200 TWh. L'ensoleillement donc, mondial, il varie de 1500 à 2000 kWh par mètre carré par an. Du côté tunisien, donc, nous avons donc, à peu près de 1900 à 2200 en moyenne, donc kilowattheure par mètre carré. La capacité d'énergie solaire utilisée pour produire de l'électricité, de l'énergie renouvelable plutôt pour produire de l'électricité, donc installée, il y a à l'échelle mondiale 1 gigawatt, hein, donc d'installer 1000, c'est pas 1000 gigawatts installés à l'échelle mondiale. Hein, ce sont des chiffres jusqu'à l'année 2023. À l'échelle tunisienne, donc nous disposons 0,5 pour l'instant gigawatts hein, jusqu'à nos jours, disons. Donc jusqu'à, disons, parce que la fin 2024, c'est bientôt. Donc, et on prévoit à l'horizon 2030 ajouter à l'échelle mondiale 1000 gigawatts. Hein, et pour le côté tunisien, on prévoit à l'échelle en 2030 produire de l'électricité. Donc 35% de l'électricité sera produite à partir des énergies renouvelables. Donc, et là, pour atteindre en quelque sorte 2 gigawatts à l'horizon 2030. Donc, pour ceci, cette énergie solaire est utilisée pour produire de la chaleur en utilisant des capteurs classiques, donc connus, donc qui présentent une bonne efficacité efficacité donc de génération de la chaleur, coût d'installation relatif faible, bonne efficacité donc thermique, donc qui dépend varie de 40 à 70, tout dépendant donc de la technologie utilisée. Comme inconvénient, donc nécessité de système de stockage, ne peut pas produire de l'électricité et efficacité très faible si jamais donc on a donc un faible ensoleillement.
Le côté photovoltaïque, donc, permet de convertir cette énergie solaire directement en énergie électrique. Elle présente, bon, si je prends le côté tunisien, on a une capacité d'installation de systèmes photovoltaïques de l'ordre de 200 gigawatts, 280 gigawatts, ce qui représente plus de 50 fois ce qui est déjà installé déjà en Tunisie. Ce système, donc, comme un avantage, donc génération directe de l'énergie électrique, simple installation pour l'instant, donc on a des compétences pour l'installation. L'inconvénient, donc faible rendement, donc faible efficacité électrique de 15 à 20%, donc, qui sont appelés à augmenter dans le futur. Ces systèmes, donc il est sensible à la chaleur, hein, et il nécessite de larges surfaces pour les installer. Ces capteurs donc, photovoltaïques, les modules photovoltaïques, une fois exposés au rayonnement solaire, ils vont se chauffer et l'augmentation de leur température va faire baisser leur efficacité électrique. Donc, selon cette formule, donc, du coup, il va falloir penser à un moyen de refroidissement de ce type de modules photovoltaïques. Et du coup, donc, il y a l'exploitation de systèmes, donc on vient donc l'exploitation du système photovoltaïque thermique. Ce système photovoltaïque thermique permet de produire à la fois de l'électricité et de la chaleur. Les avantages, bien sûr, c'est combiner donc les deux sources d'énergie. Donc, il permet d'améliorer donc le refroidissement, donc la récupération de la chaleur donc de ce photovoltaïque permet de refroidir le module photovoltaïque et par conséquent améliorer son efficacité électrique. L'efficacité globale, elle est de l'ordre, disons, de 50 à 80%, ça dépend des technologies utilisées, que ce soit technologie photovoltaïque ou bien technologie utilisée pour récupérer la chaleur générée. Comme inconvénient, il va falloir trouver donc un moyen donc, pour gérer d'une façon simultanée la production électrique et la production de la chaleur. Le coût d'installation est relativement cher, hein, et complexe aussi. Donc, là, par la suite, je vais essayer donc de présenter ce qui se passe à l'échelle de la recherche concernant le photovoltaïque. Je commence tout d'abord par présenter donc l'évolution de la production scientifique sur le système photovoltaïque thermique. Cette évolution de la production scientifique, donc j'ai pris cette courbe à partir donc, de site Scopus. Hein, donc, elle permet donc d'avoir depuis donc jusqu'à 2022, donc il y a près de 2000 articles qui ont été publiés sur le photovoltaïque thermique. À l'échelle nationale, nous avons 28 depuis 2013, 10 articles. Les principaux journaux, les 10 principaux journaux qui ont publié donc, qui ont présenté des publications sur le photovoltaïque thermique, on trouve hein, cette liste, ces 10 principaux regroupent pratiquement 800 articles publiés et les 3 derniers, donc Renewable Energy, Energy Conversion Management, énergie solaire, à eux seuls produisent plus que 50% de ces 800 articles. Si sur ce slide, je résume en quelque sorte la classification de ces systèmes photovoltaïques thermiques et leur application. Donc, je regarde donc ces systèmes photovoltaïques et thermiques, peut-être utilisés pour produire de l'électricité, de la chaleur, de l'eau chaude sanitaire, peut-être utilisés, couplés donc à des systèmes pour de l'électricité et couplés de systèmes photovoltaïques thermiques à un process de chaleur, utilisant donc, exploitant de l'énergie thermique, et
couplé aussi production d'électricité et couplage du système au chauffage des locaux. Les modules photovoltaïques sont classés principalement donc, en considérant le moyen d'extraction de la chaleur au niveau du photovoltaïque thermique. Donc, on trouve comme fluide de l'eau, de l'air, de matériaux à changement de phase, le nanofluide, etc. Ils sont aussi classés en considérant donc le mode de transfert de chaleur. Principalement, donc, il y a la convection naturelle et convection forcée, classés par selon donc la façon donc du rayonnement solaire atteint le module photovoltaïque, s'il y a concentration ou absence de concentration. Dans le cas de concentration, donc, on a différentes technologies, paraboliques, cylindro-paraboliques, miroir de Fresnel, etc., donc miroir concave. Il y a aussi donc, un classement en considérant la configuration utilisée. Configuration utilisée, c'est-à-dire le transfert de chaleur, comment il se passe. Donc, l'échangeur qui va être placé sur la face arrière, en considérant donc l'absorbeur, donc à simple circulation ou double circulation, etc., donc du fluide. Il y a l'utilisation des caloducs aussi, donc, et il y a les microcanaux qui sont placés donc sur la face arrière du système photovoltaïque. D'autres études qui sont en train de se faire, c'est considérer, donc, d'utiliser des filtres au niveau du spectre du rayonnement solaire. Donc, il y a différents types de filtres, donc filtres sous forme de vitrage, de vitre, ou bien des filtres utilisant du fluide. On va essayer de développer, donc avant de développer donc, ces différents principaux, en quelque sorte, les principaux systèmes photovoltaïques. Regardez ce qui se passe au niveau de ces principaux moyens de systèmes photovoltaïques. Donc, juste ce graphe, donc, à partir de ce graphe, on voit que plus de 80% des publications effectuées s'intéressent donc au refroidissement donc, hybride, des pompes, les caloducs, donc les circulations des échangeurs à circulation des fluides, les PCM et les microcanaux. Donc, on va essayer de, par la suite, voir quelques résultats donc, relatifs à ce type de système. Je commence tout d'abord pour les systèmes photovoltaïques les plus utilisés. C'est refroidissement en utilisant donc, des capteurs photovoltaïques, en utilisant pour moyen de refroidissement disons, de l'eau, circulation de l'eau, un liquide d'une façon générale, ça peut être de l'eau, ça peut être de nanofluide. Donc, pour ce système, donc, on rencontre différentes configurations, différentes configurations, donc il y a le module photovoltaïque, sur la face arrière, il y a l'absorbeur, et auquel donc, on place des canaux, des tubes, dans lesquels on va faire circuler du fluide. Donc, ces types d'installation, donc, fabrication facile, qui est le plus utilisé. Donc, il peut fonctionner avec des très faibles épaisseurs de l'absorbeur. Par contre, donc, il présente comme inconvénient la surface de contact avec l'absorbeur, elle est très faible. Ça réduit les échanges de chaleur de l'absorbeur vers le fluide caloporteur utilisé. Et le coût donc, dépend du nombre de tubes qu'on va placer sur la face arrière de l'absorbeur. L'autre configuration, c'est donc roll band. Donc, il va y avoir un absorbeur dans lequel donc, on fixe des différents canaux de cette forme-là. Donc, c'est flexible comme
au niveau de la fabrication. Ils présentent des surfaces de contact relativement importantes, mais ils sont limités donc au niveau de, il ne faut pas descendre au niveau de l'épaisseur de l'absorbeur en dessous de 1 mm. Pour la troisième configuration, donc il y a l'absorbeur et puis donc sur toute la face arrière de cet absorbeur, il y a des canaux rectangulaires, carrés, donc qui présentent une large surface d'échange avec l'absorbeur et nécessitent de système de connexion spécial. Donc, si je regarde l'efficacité thermique et énergétique de ce type de système photovoltaïque, donc là, on a reporté donc l'efficacité électrique, l'efficacité énergétique, mais là, en fonction du nombre de publications qui ont été effectuées à l'échelle donc sur le système photovoltaïque relative à ce type de configuration. Donc, on trouve une efficacité qui varie de 10 à 16%. Hein. Et puis, donc, pour l'efficacité thermique, elle varie de 50 à 80%. Si je regarde par la suite, je change le fluide, au lieu d'avoir de l'eau, on va avoir de l'air qui va circuler. Donc, et on trouve donc le module photovoltaïque, il est à ce niveau-là, et sur la face supérieure, il y a de l'air qui circule. Donc, on a une configuration sur l'air circule sur la face supérieure, on trouve des configurations circulent sur la face inférieure, sur les deux faces, hein, et puis donc il y a l'air qui va faire donc configuration, l'air fait la circulation, le va-et-vient, donc face avant et face arrière du système photovoltaïque. De même, l'efficacité électrique obtenue selon donc, les publications qu'on a rencontrées, donc ce résultat a été publié donc, dans cet article. Donc on voit que l'efficacité électrique varie de 9 à 12%, et pour ce qui est efficacité thermique, elle varie donc de 40 à 70%. Il y a une autre configuration qui est utilisée aussi, mais bon, cette configuration, donc il y a un module photovoltaïque, il y a un canal dans lequel circule de l'eau, et puis une lame d'air statique limitée par un vitrage. Il y a un vitrage de part et d'autre. Donc ici, ça nécessite l'analyse des radiations donc, solaires qui traversent le film d'eau, donc est nécessaire à ce moment avant d'atteindre ce module photovoltaïque. Il nécessite de prendre plus de précautions, hein, parce qu'on a affaire à de l'eau et de l'électricité. Donc, il va falloir prendre beaucoup de précautions pour éviter donc, hein, le passage de l'électricité à travers le circuit d'eau. D'autres configurations, un canal dans lequel il y a de l'eau qui circule et c'est la face supérieure de l'air. Hein, et à ce niveau-là, donc, il va falloir, donc, cette configuration, elle est en phase d'étude théorique, mais elle présente beaucoup de difficultés. Tout d'abord, c'est comment gérer donc cet écoulement en surface libre. Et un autre point, c'est il va y avoir l'évaporation de l'eau, et cette évaporation de l'eau, elle se condense sur le vitrage, ça va donc diminuer le rayonnement solaire qui va atteindre donc le module photovoltaïque. Une autre configuration, donc là, canal donc lame d'air, canal d'eau sur les deux faces, face supérieure et face inférieure, et là donc ça nécessite l'utilisation en quelque sorte de modules photovoltaïques transparents pour atteindre donc excusez-moi, pour atteindre pour pouvoir chauffer en quelque sorte de l'eau sur la face inférieure.
Là, je vais essayer de présenter quelques résultats qui ont été obtenus par Oussama Rjeb. Hein. Donc, il a développé un modèle numérique qui tient compte de tout type d'échange de chaleur au niveau entre le module et le fluide caloporteur et le vitrage, la zone d'isolation, ainsi de suite. Donc, il prend le rayonnement, convection, conduction, donc tout type de moyen de transfert de chaleur. Il considère un certain nombre d'hypothèses. Et il a exploité ce modèle. Bon, quelques résultats. Donc, il a essayé de voir l'effet de la masse, du débit massique du fluide sur l'efficacité thermique et électrique du système, l'effet de nombre de vitrages placés sur la face supérieure du module de capteur photovoltaïque, l'effet de l'espacement des tubes sur la face arrière, l'effet aussi de l'épaisseur de l'épaisseur, donc disons de la couche isolante, placée sur la face arrière. Et il a exploité aussi ce modèle pour estimer la puissance, l'énergie électrique et thermique produite à l'échelle d'une année. Donc, il a considéré pour cela donc, les conditions climatiques de la région de Monastir, donc sur toute l'année, pour obtenir donc la puissance électrique produite et la puissance thermique, l'énergie thermique produite et l'énergie électrique produite. Et là, donc, c'est des quantités par mètre carré de capteur. Donc, on a, à l'échelle de l'année, donc on produit pratiquement 70 kWh par mètre carré. Donc, et là, à l'échelle, donc, 400 kWh par mètre carré. Pense par la suite à améliorer les échanges de chaleur entre le module photovoltaïque et le fluide caloporteur. Pour cela, il a essayé de réduire, donc d'optimiser ou minimiser donc, la résistance entre le module photovoltaïque et l'absorbeur, considérer le fluide, les nanofluides pour améliorer les échanges thermiques. Et là, donc, un résultat qui a été présenté dans le cadre de sa thèse. Donc, il a regardé donc, les conditions climatiques de 3 régions, donc une région en Iran, région à Lyon, donc, et la région de Monastir. Donc, on voit, donc, si on utilise le fluide caloporteur de l'eau, ou bien de nanofluides. Donc, on voit une nette amélioration de la puissance électrique produite, de l'énergie électrique produite, kilowattheure par mètre carré, et de l'énergie thermique aussi produite, donc comparé au système à eau. Brahim Tawfiq, donc, il a récemment publié, donc c'est en 2024, une comparaison donc, des modules photovoltaïques équipés donc, de tubes, absorbeurs auxquels donc, on va rajouter un certain nombre de tubes cylindriques ou bien de tubes sous forme de canaux. Donc, et il a, après bien sûr, donc, validé son modèle, c'est un modèle 2D. Donc, après validation du modèle, il montre que le modèle, donc les systèmes à canaux, permet d'avoir une meilleure puissance, que ce soit puissance thermique ou bien puissance électrique, donc une meilleure efficacité thermique et une efficacité électrique. Et concernant donc l'énergie produite, donc là aussi, on passe de l'énergie électrique produite de 190 à 223 à peu près kWh par mètre carré, et même chose donc pour l'énergie thermique produite. Pour ce qui est utilisation de matériaux à changement de phase. Le matériau à changement de phase donc, permet de stocker des quantités importantes d'énergie, et ils sont largement utilisés donc, pour le refroidissement donc, de systèmes photovoltaïques.
de modules photovoltaïques. Donc, pour ce qui est matériaux à changement de phase, donc il y a différents types de matériaux à changement de phase, organiques, inorganiques, techniques. Hein. Donc, et là, il va falloir bien choisir ce type de matériaux à changement de phase. Ce matériau à changement de phase donc, va être placé sur la face arrière. Donc, une fois il passe à l'état, donc commence à fusionner, donc le niveau de température il est maintenu à ce niveau-là, donc à une valeur constante. Du coup, donc, il permet donc une amélioration importante des performances de système et réutiliser la quantité de chaleur stockée dans le milieu possibilité de réutiliser la quantité de chaleur stockée donc, dans le milieu de matériaux à changement de phase. Cependant, comme faiblesse, en quelque sorte, le choix de ce matériau est très important. Hein. Ce choix de ce matériau dépend de façon directe aux conditions climatiques utilisées. Si on a des conditions de faible température, faible ensoleillement, tout ça, donc ça va être très difficile d'exploiter ces matériaux à changement de phase. Si vous utilisez un matériau à changement de phase qui font à des températures relativement élevées, ce n'est pas intéressant. Donc, il va falloir bien choisir ce matériau à changement de phase pour pouvoir l'exploiter d'une façon correcte. Donc, ces types de matériaux à changement de phase, si on a des conditions sont utilisés principalement, donc si on a des conditions climatiques relativement, donc des niveaux de température relativement importantes, hein, et il ne prend pas en considération la variation de température entre les saisons. Hein, donc là, c'est pour une température donnée, donc, mais on ne va pas prendre en considération cette variation de niveau de température. Quelques résultats qui ont été publiés par l'équipe de Christophe Menezot, hein, sur la puissance et l'énergie électrique produite, hein, sur une journée, donc 2 journées, une journée en hiver et une journée pendant le mois de juillet, en été, et on voit nettement, hein, une amélioration, hein, de la puissance de l'énergie, en quelque sorte, récupérée si on utilise de matériaux à changement de phase. Même chose pour ce qui est énergie électrique, donc l'énergie électrique, une amélioration aussi de l'énergie électrique récupérée, hein, donc avec, si on utilise des matériaux à changement de phase. Il y a aussi le photovoltaïque thermique auquel on utilise des caloducs. Donc, le caloduc, pour ceux qui ne connaissent pas donc, les caloducs, le heat pipe, c'est un système passif qui permet de transférer des quantités de chaleur importantes d'un point, donc l'évaporateur, à un autre, même avec des écarts de température relativement faibles. Donc, il fonctionne. Il y a un module, un fluide piégé dans ce tube. Au niveau de l'évaporateur, il va avoir évaporation de ce fluide qui va se déplacer vers l'autre bout où il va être condensé et ce condensat va revenir vers l'évaporateur. Donc, il y a différents moyens pour que ce condensat revienne vers l'évaporateur. Il y a ce qu'on appelle donc le caloduc à thermosiphon, donc il va revenir sur l'effet du pesanteur. Il y a aussi des caloducs donc, à ranurer, donc le retour va se faire en considérant la pression capillaire. Hein. Donc, ce type de moyen, donc, il va être installé sur la face. Donc, nous avons le module, et puis donc sur la face arrière, donc on va placer en quelque sorte l'évaporateur de ces caloducs, et sur la face supérieure, donc on va récupérer, on va condenser, hein, ce fluide. Ce type de système, donc il a été publié, je pense, par Oussem Ergem, donc ça ne figure pas donc, en bas. Hein. Donc, il permet en quelque sorte de voir que
que le système photovoltaïque thermique utilisant de Caloduc présente une amélioration importante de la quantité de l'énergie, hein, énergie électrique produite. Et il permet aussi donc de récupérer une bonne partie, donc une quantité importante de l'énergie électrique. Il a par la suite essayé de comparer donc, le photovoltaïque donc, thermique utilisant comme fluide de nanofluide, qui est relativement bon, présente des bonnes performances, et celui donc, utilisant de photovoltaïque thermique avec Caloduc. Donc on voit que la puissance électrique avec le Caloduc est nettement meilleure. Même chose pour la puissance aussi thermique est nettement meilleure. Donc, les microcanaux. Ces microcanaux, donc tout d'abord, on parle donc, de microcanaux, hein, que si donc, donc, il y a différentes configurations, rectangulaires, triangulaires et trapézoïdales, mais on parle donc de micro si la plage de dimension utilisée varie de 10 microns à 3 mm. Hein. Donc, là, monsieur le chef donc, de la session, donc, il me dit qu'il y a, hein, le temps passe vite, donc je vais essayer d'être rapide. Donc, ce microcanaux donc, peuvent être utilisés au niveau donc, de photovoltaïque thermique à concentration principalement. Il permet d'améliorer donc des performances du système, présente une le pourcentage d'amélioration est principalement dû à l'utilisation d'une pompe ou bien d'un ventilateur donc de circulation et présente quelques inconvénients. Hein, présente quelques problèmes. Hein, si on va utiliser donc un système large, donc utilisation de micro, donc c'est à une échelle très grande. Hein, et dans les cas, si on utilise de nanofluides, il y a un problème de sédimentation de nanoparticules au niveau de ces microcanaux. Donc là, donc ces microcanaux, donc là, ils sont utilisés principalement donc, photovoltaïque à concentration. Donc, et pour les photovoltaïques à concentration, on a fait de la même façon. Donc, cette équipe, donc Jossi, donc il a fait de la même façon. Donc, à force nombre de publications, il présente en quelque sorte une efficacité de 8 à 11%, hein, au niveau donc efficacité électrique et au niveau de l'efficacité thermique de 40 à 60%. Il y a possibilité de coupler le système photovoltaïque donc thermique à des générateurs thermoélectriques. Donc, il exploite un degré de température entre la face inférieure du photovoltaïque et la face inférieure donc, du système thermoélectrique. Hein. Il convertit l'écart de température en électricité et ce système, dès qu'il est actuellement bien étudié donc, pour dans le système de photovoltaïque thermique classique, conventionnel, donc PV conventionnel ou bien le PV à concentration. Quelques résultats, donc, pour une équipe donc, à Malaga en Espagne. Donc, il présente donc, là pratiquement donc, le système thermoélectrique. Il refroidit le module et en même temps, il produit donc une électricité. Donc, le résultat obtenu, il représente pratiquement 30% de l'énergie électrique produite provient, hein, donc comme 30% de l'énergie produite par le photovoltaïque, on peut la produire aussi à partir du système thermoélectrique. Oussama Erjeb, donc, il a dans le cadre de ses études en postdoc, il a essayé de comparer, donc d'améliorer ce système thermoélectrique en le plaçant dans un photovoltaïque thermique à concentration, hein, donc d'améliorer donc l'écart de température sur les deux bornes du système donc, thermoélectrique, ce qui fait
Donc, il présente en quelque sorte un système, donc la puissance produite sans système thermoélectrique, c'est-à-dire à ce niveau-là, et la puissance produite avec système thermoélectrique. Donc, il y a pratiquement donc, plus de 20 watts supplémentaires donc, au niveau. Donc, ça représente 20%, donc supplémentaire si on utilise le système thermoélectrique couplé au module photovoltaïque. Donc, par contre, on ne voit pas une différence énorme si on utilise de nanofluides au niveau de ce tube ou bien uniquement de l'eau. Il a aussi considéré donc, le MCP, c'est la face inférieure à ce niveau-là donc, du système thermoélectrique et présente donc, il présente donc quelques résultats. Donc, la puissance électrique produite par le système, donc là, il a pris donc, des valeurs pour Dubaï, parce que son postdoc, il l'a fait à Dubaï et Napoli. Donc, il présente quelques résultats à ce niveau-là. Donc, quelques résultats donc, de puissance électrique produite par mètre carré. Juste les futures études qui se font sur donc, l'analyse spectroscopique, le rayonnement solaire, là, donc, la plage de rayonnement solaire utilisée par le capteur photovoltaïque se trouve entre 750 et 1125 nanomètres. Donc ça, c'est la plage. Et là, l'autre plage, elle n'est pas utilisée. Donc, elle va chauffer donc, davantage le système et autres. Donc, ce qui fait, il y a cette analyse spectroscopique n'a pratiquement pas été réalisée. Pourquoi? Parce que toutes les expériences à l'échelle du laboratoire ont été effectuées considérant des simulateurs solaires. Donc, il n'y a pas donc, de variation de spectre à ce niveau-là. Donc, du coup, actuellement, donc, il y a des études qui se font sur donc, l'analyse spectrale donc, pour placer des filtres sur la face supérieure et des filtres transparents au rayonnement solaire dans la plage d'utilisation et il absorbe les autres rayonnements. Donc, il y a par exemple de l'eau, il y a de l'huile de coconut, de l'huile de silicone. Il permet d'absorber donc les autres types de rayonnements en infrarouge et l'ultraviolet. Donc, ceci donc, a permis une amélioration significative donc, de la puissance thermique produite. Donc, pour ce qui est puissance électrique, ça ne change pas parce que donc là, elle est transparente à cette plage. Donc, les filtres sont transparents à cette plage. Mais pour ce qui est donc puissance électrique, donc on a une amélioration très importante de cette puissance électrique. On vient maintenant donc à des applications. Donc, je vais présenter 2-3 applications innovantes. Donc, combien il me reste à peu près? J'ai dépassé l'heure? Combien? 5 minutes. Donc, on a pour 2-3 minutes. Allez. Donc, là, le photovoltaïque, les applications de photovoltaïque thermique, on peut le trouver donc, en couplage avec des pompes à chaleur, dans le niveau de piscine, de chauffage de piscine, de chauffage de l'eau chaude, donc couplage avec des systèmes de chauffage, ou bien de process de chauffage qui fonctionnent à des températures relativement importantes. Donc, pour le photovoltaïque thermique, les technologies utilisées, donc pour chacune des types de technologies, donc photovoltaïque, donc thermique, qui ne présente pas de vitrage sur la face supérieure, donc avec et sans isolation sur la face inférieure, donc il fonctionne à des températures allant jusqu'à 50 degrés. Pour les photovoltaïques thermiques présentant donc disons
de vitrage sur la face supérieure, simple ou double vitrage, et ainsi de suite. Donc, et le système, tout dépend aussi du système d'évacuation. Hein, donc, il peut atteindre des niveaux de température donc jusqu'à 80 degrés. Et il y a le système de photovoltaïque à concentration, hein, avec suivi solaire ou non suivi solaire, hein, donc ils peuvent dépasser même les 120 degrés. Donc, quelques résultats donc, relatifs au couplage photovoltaïque thermique à des ballons d'eau chaude sanitaire. Donc là, on peut avoir donc des niveaux de température jusqu'à 60 degrés. Et donc, on voit bien la certification au niveau du ballon d'eau chaude sanitaire. Il y a un Ménezo, donc, bon, normalement, il y a la source en bas, donc elle ne paraît pas, c'est pas grave. Hein. Donc, Ménezo, il a travaillé, donc, il a couplé système photovoltaïque thermique avec pour produire de l'eau chaude sanitaire, mais là, donc, la particularité, donc, c'est le système de récupération de la chaleur qu'il a utilisé. Donc, il a utilisé un système sous forme arborescent, donc, et il présente quelques résultats. Donc, c'est l'évolution de la température au niveau du ballon hein, d'eau chaude sanitaire sur une période d'une semaine. D'autres systèmes innovants hein, utilisés, le couplage de photovoltaïque thermique pour produire de la chaleur, et cette chaleur va être utilisée hein, donc comme source de chaleur à une pompe, à une machine frigorifique à absorption hein, pour produire du froid. On reçoit de la chaleur pour produire du froid. Et donc, quelques résultats à ce niveau-là. Donc, la source, donc, elle ne figure pas. Donc, elle est là. Ah, oui, quelques résultats à ce niveau-là. Vous allez avoir les coefficients de performance de ces systèmes et la capacité donc, de refroidissement donc, évolue sur toute une année. Même chose, donc l'énergie économisée, donc il présente la quantité d'énergie économisée à ce niveau-là et la puissance électrique générée sur toute l'année. D'autres systèmes, donc couplage de photovoltaïque thermique, toujours à une pompe à chaleur à absorption pour produire du froid et un électrolyseur pour produire à la fois de l'hydrogène vert et de l'oxygène. Hein. Donc, quelques résultats donc, sur la quantité d'hydrogène produite sur toute l'année et aussi le COP du système, la capacité de refroidissement et le COP du système à absorption. Je termine par cette application qui a été effectuée par, donc publiée par Brahim Tawfiq. Hein. Donc, il a couplé le système photovoltaïque thermique avec une pompe à chaleur. Donc, il a utilisé deux réservoirs. Donc, le réservoir pour préchauffer en quelque sorte le fluide. Et puis, donc, ce fluide va être chauffé par le condenseur en quelque sorte de la pompe à chaleur. Et l'objectif, c'est d'avoir hein, de l'eau chaude sanitaire. Hein. Il a donc fournir donc le résultat pour une application donc pour les besoins. Il a fait effectuer une étude pour un besoin d'une famille de 4 personnes. Hein. Donc, le résultat, vous pouvez le trouver dans cette publication. Enfin, j'arrive à la conclusion. Bon, le photovoltaïque thermique permet d'améliorer les performances électriques du système de module photovoltaïque. Un. Deux, le photovoltaïque thermique permet de produire de l'électricité et de la chaleur et par conséquent permet de réduire l'espace d'installation. Donc, au lieu d'avoir un espace pour le photovoltaïque et un espace pour les capteurs thermiques, donc on a le même espace, va servir pour les deux.
Plusieurs technologies sont disponibles. Donc, on trouve sheet and tube, donc de la circulation de l'air, la concentration, des caloducs, etc. À ce qu'il paraît, donc, le résultat montre que photovoltaïque à caloduc présente de meilleures performances. Le photovoltaïque couplé avec un générateur thermoélectrique, les résultats sont encourageants, donc il va falloir le développer davantage. Là, le spectral, donc l'analyse spectrale, donc et l'utilisation des filtres, c'est une étude à suivre, hein, parce que ça, actuel, c'est pas encore bien développé. Et les applications, donc il y a présente plusieurs applications. Considérer le système photovoltaïque thermique qu'on le couple avec des systèmes thermiques, hein, et donc il y a différentes applications et il y a des applications innovantes, surtout actuellement avec la mode donc d'exploitation de l'hydrogène vert. Merci pour votre attention. Merci. Donc, merci, c'est Abajid pour ce review donc, sur les refroidissements donc, des capteurs photovoltaïques et pour les perspectives donc, de recherche dans ce domaine qui ouvre apparemment sur aussi du travail donc, dans le domaine de la physique et l'optique, puisqu'on vire vers les filtrations et tout. Bon. Alors, mettons la parole à la salle. Commence par Sahbib, Benaïsia. تفضل Sahbib. Ouais, c'était Allah يبارك. Merci beaucoup, M. Al-Majid, pour cette présentation. Vraiment, je vous félicite donc avec toute l'équipe de ce travail qui était fait. L'origine, moi, avec tout ce que vous avez fait, moi, j'aimerais bien si on peut savoir pourquoi il faut refroidir. Quelle est l'origine du problème de ces cellules photovoltaïques? Pourquoi on les refroidit? Ça, c'est ma première donc, question. La deuxième question, avec maintenant les PV, les photovoltaïques, les panneaux bifaciales. Le bifacial, il peut arriver jusqu'à 13-14% de plus. Si on le fait, le refroidissement, vous avez dit une amélioration nette, c'est pas vraiment net, c'est à peu près, je fais un petit calcul, à peu près 7%. Ça peut aller jusqu'à 7%. Alors le bifacial peut donner jusqu'à 13-14%. Ma troisième aussi question, parce que c'est un sujet, c'est très intéressant. Ma troisième, c'est les générateurs thermoélectriques. Ça demande un delta T quand même considérable pour pouvoir donc avoir de l'énergie. Mais est-ce que vraiment on arrive à ce delta T avec ces photovoltaïques? Ma dernière question, excuse-moi. Non, mais c'est très important. Donc, je vais commencer donc, de répondre question par question. Ah oui. Sinon, j'oublie. Donc, la première, par exemple. Donc, pour la première, le rayonnement solaire, donc, quand il a atteint le capteur photovoltaïque, se chauffe. Donc, et il y a un niveau de température. Le fonctionnement optimal le fonctionnement optimal du système photovoltaïque thermique, c'est un niveau de température de 25 degrés. Donc, si on augmente le niveau, donc la température du module, il augmente, donc il va y avoir, le rendement va diminuer en fonction de cette température. Pourquoi? Quand la puissance en fait, la puissance diminue. Pourquoi? On sait que l'origine, c'est ça. Moi, je pense que c'est beaucoup plus vers la partie, donc, disons, semi-conducteur. C'est au niveau du semi-conducteur. Même de la cellule, c'est au niveau de cette température de jonction. Voilà. Cette température de jonction, quand elle chauffe, la quantité d'électrons, donc l'énergie, elle va diminuer. C'est à ce niveau-là. Alors, c'est ça qui est très important pour moi, ça m'intéresse de voir ces gens, ces spécialistes dans les cellules. Est-ce qu'ils peuvent trouver des cellules qui ne seront pas trop influencées avec la température?
C'est ça, c'est un autre côté de... C'est un autre volet de recherche. Oui. C'est au niveau des semi-conducteurs. Hein. Donc nous, on est des exploitants. On est exploitants de ce type de système. Donc, il faut bien savoir gérer, optimiser cette exploitation, tout simplement. OK. La deuxième question. Pour les cellules photovoltaïques, c'est pour tout composant électronique. Oui, pas forcément. Problème de température. Voilà, même pour les composants électroniques, si le niveau de température augmente, donc la performance diminue. Hein? Tu te rappelles de la deuxième question? La deuxième question, c'est justement. C'est des panneaux qui sont bifaciales. Oui. Pour les panneaux bifaciales. Moi, j'étais une nouvelle technologie. Et puis là, ils te disent que la puissance, elle va augmenter jusqu'à 13-14%. Alors que nous, quand on refroidit, on est à 7%. Même plus. J'ai proposé même à des gens de travailler sur ça. Il m'a dit, bon, vous voulez refroidir. Moi, j'ai déjà, avec le bifacial, j'étais à 14%. Donc, votre travail de recherche, nous, ça ne m'intéresse pas. Dans la puissance, hein. Mais sinon, nous, il y a autre chose, c'est que quand on récupère la chaleur aussi, c'est l'utilisation de cette chaleur. C'est ça qui est le plus pour nous. Voilà. Pour le bifacial, on ne peut plus récupérer de la chaleur. Hein? Pour le bifacial, on ne peut plus récupérer. Justement, pour le bifacial, c'est très intéressant donc, comme système. Donc, mais il va coupler ce bifacial à doter la surface qui entoure par un système de réflexion du rayonnement solaire pour récupérer l'énergie électrique directement du photovoltaïque et récupérer l'énergie électrique à partir de la chaleur thermique. La chaleur. C'est qui? C'est peut-être hein? Donc au niveau de avec aussi la hauteur aussi. Hein, c'est l'enregistrement. Donc le rayonnement solaire donc réfléchi va atteindre la surface inférieure, Oui. donc du système. Ça augmente effectivement la puissance électrique produite. Ça augmente énormément, mais il faut doter tout ce qui entoure par un moyen un système pour réfléchir le rayonnement solaire. Mais je peux aller plus parce que le bifacial, il est d'autant plus utilisé si on a de photovoltaïque flottant. Flottant, donc ça réduit, parce que le niveau de température donc, du module photovoltaïque, il va être équivalent à la température humide à ce niveau-là. Donc, elle refroidit énormément et là, ça va être la puissance produite, la puissance électrique produite, elle est nettement supérieure. 1, 2, si on place, par exemple, ces panneaux photovoltaïques flottants dans un barrage, ça évite l'évaporation. Donc, on a fait des calculs, donc des quantités, des milliers de mètres cubes qu'on évite à évaporer donc, au niveau des barrages. Pour le troisième générateur thermoélectrique, parce que le delta T, c'est pas important. Il faut que ça. 30%. Il faut qu'il y ait. Si. Donc, le 30%, ce n'est pas notre étude. Le 30%, c'est une étude menée. C'est pratique ou théorique, ça? C'est numérique ou c'est pratique? Là, c'est un résultat donc, que j'ai éliminé. Donc. Résultat, donc. Parce que c'est à l'échelle pratique, ça a été testé pratiquement ou bien c'est numérique? C'est une étude expérimentale qui a été menée par une équipe en Espagne, à Malaga. Donc, c'est pas. C'est 30%, donc, qui est une quantité relativement importante. Mais là, Oussama Erjeb, il a essayé donc d'améliorer la performance de ce système thermoélectrique en augmentant l'écart de température entre la surface inférieure du module et la surface inférieure du système thermoélectrique. Effectivement. Alors, c'est Ben Hamou, c'est... Merci. Moi, j'ai 2-3 remarques d'ordre général. Tu as mentionné 2 gigawatts prévus en 2030, c'est ça? Ça, c'est la production d'électricité par le solaire photovoltaïque. Production, c'est la puissance à installer pour produire de l'électricité issue des énergies renouvelables.
Toute énergie renouvelable toute confondue. énergie renouvelable. 2 gigawatts. L'équivalent de 2 gigawatts. D'accord. Et ça va représenter combien en pourcentage de production d'électricité? Les objectifs, donc l'objectif, la stratégie du gouvernement tunisien, c'est à l'horizon 2030, ils espèrent installer une puissance qui représente 35% de ce qui est utilisé pour produire de l'électricité. Ça, c'est la puissance installée. La puissance installée. La capacité, oui, mais la production. Oui. Donc ça va représenter à peu près la moitié de ça. Je parle de puissance installée. D'accord. Ouais. Oui, enfin, juste pour comparaison, chez nous, au Maroc, on en est maintenant à 40% à peu près de puissance installée. Oui, la production. Toute énergie renouvelable confondue. Mais la production, annuellement, évidemment, c'est intermittent, c'est très variable. On est à peu près à 20% d'électricité d'ordre renouvelable. 20% d'électricité non voilà, renouvelable. Hein. Voilà, donc oui, c'est à peu près la moitié. Donc oui, en fait, c'est ce que tu as présenté à la fin de ton exposé là sur la cogénération, si on le transpose sur le bâtiment, puisqu'on est pour revenir à la thématique spécifique des GTH 2024, pour un bâtiment résilient. En fait, dans le résidentiel, si on veut avoir donc une production locale d'électricité, on peut améliorer le rendement des PV, mais on ne consommera jamais 100% d'électricité produite, à moins de stocker. Mais le stockage en batterie, ça coûte cher. Oui. Le stockage en réseau, je sais qu'en Tunisie, il y a cette possibilité. On peut injecter dans le réseau. Là, c'est l'avantage. Je ne sais pas, est-ce que c'est limité? Est-ce qu'il y a une limitation? Non. Là, on a la possibilité, surtout pour la consommation domestique, autoconsommation, pratiquement, donc le nombre des capteurs photovoltaïques ne cesse d'augmenter parce que le coût de production, le coût de l'électricité, donc ne cesse d'augmenter. Donc, mais là aussi, on a un problème parce qu'il y a la capacité du réseau. Parce que c'est intermittent, donc la capacité du réseau électrique, il faut que soit adapté. Il y a une option qui est thermodynamiquement, d'un point de vue thermodynamique, qui est ridicule, mais d'un point de vue économique, il est viable. Ça, on l'a montré dans un travail à Marrakech. C'est stocker l'électricité excédente dans de l'eau chaude sanitaire pour produire. Donc là, on va chauffer de l'eau par de l'électricité, ce qui est un peu thermodynamiquement ridicule, mais économiquement, c'est viable parce que ça permet d'avoir... Par la suite, cette électricité. Pardon ? Comment récupérer ça par la suite, cette électricité? Non, mais c'est pour produire de l'eau chaude sanitaire au lieu d'installer. Parce que là, on peut très bien se dire, oui, on a des PVT, on produit de l'électricité, en même temps, on refroidit, donc on augmente le rendement. Donc, ça permet de diminuer peut-être la surface des capteurs. Et on peut, avec la chaleur récupérée, en refroidissant les panneaux, on peut produire de l'eau chaude sanitaire. Parce que là, on a besoin de quelque chose comme, à la limite, 60 degrés maximum, l'eau chaude sanitaire. Mais en fait, là, nous, on stocke directement de l'électricité. Donc là, c'est un panneau simple, un panneau PV simple, mais l'excédent est stocké dans l'eau chaude sanitaire et ça permet évidemment, avec une gestion intelligente de la consommation, pour l'adapter à la production, parce qu'on peut pas. L'inverse est difficile à faire. Le système doit être obligatoirement doté d'un système de régulation, donc de gestion de deux sources d'énergie. Et là, on peut arriver à 80% d'autoconsommation. Alors qu'avec un PV, on est à 30% maximum. Non, pas personnellement. Donc, chez moi, j'ai un module, donc des panneaux photovoltaïques. Pratiquement, je produis 100% de ma consommation à l'échelle de l'année. Merci. Donc, pour solution, d'autres questions? Ça va? Bonjour. Nous de réfléchir. Hein? C'est pas nous de réfléchir sur. Bonjour.
Oui, 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 bonjour. Oui. bonjour. Ah, Attendez, je vais Allez-y, allez-y. regarder qui... Présentez-vous, s'il vous plaît, pour poser votre question. D'accord, je suis Taïbe Wissal. Moi, je fais ma recherche en fait sur les concentrateurs linéaires de Fresnel. Ma question pour vous, monsieur, Oui. c'est en fait la production d'électricité directement à travers les photovoltaïques. Est-ce que vraiment, et par rapport à la production d'électricité à travers la chaleur des fluides caloporteurs, qui peut, ça veut dire, est-ce que qui a le rendement, qui a le meilleur rendement? Ah, qui a le meilleur rendement entre les deux? Oui, production directement d'électricité à travers les photovoltaïques, ou bien la production d'électricité avec la chaleur des fluides caloporteurs. Non, on n'a pas une production d'électricité à partir de la chaleur récupérée. On a la production d'électricité directement à travers le module photovoltaïque et on récupère cette chaleur pour une autre utilisation. Hein? Est-ce que Est-ce que c'est une réponse à votre question ou... Non, parce que normalement, on peut produire de l'électricité à travers la chaleur, en utilisant la chaleur. Et puis, on peut produire de l'électricité directement en utilisant les photovoltaïques. Ça veut dire, moi, je pose la question, qui a le rendement meilleur pour la production directe d'électricité? Oui, mais le but, c'est pas de produire l'électricité à partir des turbines et tout, ça on le sait. Parce que c'est Kamel. Donc, on peut, cette électricité, hein, on peut le coupler à un système d'un cycle de ranking qui nous permet d'avoir de l'électricité. Mais il faut voir à ce moment-là le rendement qui est relativement faible. Hein. On a les productions. Hein? Cycle organique, oui. Oh, cycle organique, oui. Hein. Donc, on peut produire donc, de l'électricité, donc, en considérant donc, ce cycle thermodynamique, et de l'électricité à travers le photovoltaïque. D'accord. Mais l'électricité à partir de photovoltaïque, donc si on veut produire, par exemple, on peut produire, il y a d'autres systèmes, on peut produire de l'électricité photovoltaïque, on utilise ce qu'on a besoin, l'excédent peut être utilisé pour produire de l'hydrogène, par exemple, à travers l'électrolyse, et cet hydrogène peut être donc utilisé pour produire de l'électricité en utilisant des piles à combustible. Mais il faut voir le rendement à ce moment-là. Merci. La différence entre le photovoltaïque et la production d'électricité par le système classique, c'est le problème environnemental. C'est le CO2. Là, il n'y a pas de CO2, alors que pour le classique, il y a le CO2, le réchauffement climatique. Et là, on est obligé de suivre la politique internationale sur ça. Donc, c'est ça pourquoi on réfléchit au photovoltaïque. Le système classique, il utilise du combustible. Mais là, elle veut utiliser de la chaleur produite par le système photovoltaïque thermique pour produire de l'électricité. Ouais. D'accord. Alors, donc, il n'y a pas d'autres questions. Donc, on va remercier M. Abdelmajid Chomni pour cette présentation. Merci, Abdelmajid.